salut Cédric. Donc, Bonjour Rémi. toi, tu as fait un voyage qui a duré 9 ans. Donc, je vais juste montrer, faire partager plein d'interviews comme ça de personnes qui ont choisi de voyager beaucoup ou qui vivent sur le web. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur mes contacts. Il y a un lien dessous pour faire partie de mes contacts et être tenu au courant des interviews, de toutes ces interviews qui sont passionnantes. Donc toi Cédric, ouais, tu as voyagé donc pendant 9 ans, tu as choisi de faire un magnifique voyage, un tour du monde. Et qu'est-ce qui t'a finalement décidé au départ de te lancer comme ça, à faire ce tour du monde comme ça pendant 9 ans? Tu t'es dit je me lance, j'y vais, ça y est? Et t'avais un but précis, ouais, c'était... Alors pas du tout en fait, ça a vraiment été vraiment une coïncidence. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des études et donc j'étais à l'université. Et à l'université, ça me convenait pas tellement, je cherchais un petit peu ma voie. Et j'ai eu l'occasion un soir, en sortant des cours, de rencontrer un Burkinabé qui était président donc, d'une association au Burkina Faso. Ouais. On a discuté un petit peu et le projet m'emballait. Moi je cherchais quelque chose qui m'intéressait davantage en fait. Et dans la conversation finalement, il m'a donné envie, j'ai eu le déclic et donc à partir de là, je suis rentré chez moi et j'ai décidé de lâcher les études comme ça sur un coup de tête pour partir au Burkina Faso 1 mois et demi après pour faire de l'humanitaire pendant 6 mois. Donc ça a été en fait le premier voyage qui a été le déclic pour une continuité après par la suite. Ouais, et t'avais pas du tout d'idée que t'allais faire un tour du monde Absolument pas à ce moment-là. loin comme ça, ouais. À ce moment-là, ce qui était prévu tout simplement, c'était de partir, donc faire de l'humanitaire, me rendre utile, découvrir de nouvelles choses jusqu'à la fin de l'année universitaire de manière à me réinscrire en fait pour la rentrée suivante avec une nouvelle idée en cherchant quelque chose qui me plaise. Ouais, et du coup, c'est... En fait, t'es tombé sur cette opportunité et tac, ça fait du sens pour toi, plus que tes études, plus que ce que tu faisais. Et tu t'es dit, c'est bon, je lâche le truc et ça fait trop de sens pour moi, j'y vais, quoi. Effectivement, c'était l'opportunité donc de découvrir un nouveau pays, découvrir également un nouveau métier. Mais au-delà de ça, ce que je voulais, c'est véritablement avoir une expérience concrète du terrain. Ouais. Comme tu le sais, c'est toujours difficile un petit peu quand tu es à l'école, quand tu as 15-16 ans, que tu dois choisir ce que tu veux faire plus tard. Et malheureusement, tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas réellement ce que ça va donner sur ce que ça va donner. Tu t'engages dans des études et finalement, tu te rends compte que non, c'était pas ce que tu avais imaginé ni autre. Et là, moi, ce que je voulais, j'étais prêt à reprendre des études, mais je voulais être sûr de savoir ce que je voulais faire et je voulais d'abord être sur le terrain de la vie active pour voir de mes propres yeux. Ouais. Et du coup, est-ce que, quand tu as pris cette décision comme ça, un peu, vraiment, c'est un truc en une seconde, quoi. T'as décidé un petit peu, ça a été une sorte de déclic. Est-ce que tu as été freiné un petit peu, je sais pas, par ton entourage, par ta famille, qui t'ont dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, tu lâches tout, tu lâches tes études et tout ça, et est-ce que ça t'a emmerdé quelque part, te dire merde, j'ai ces freins là à lever? Est-ce que ça t'a freiné ou vraiment t'as foncé, tu t'es écouté et t'as pas tenu compte? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de réticence au niveau de ma famille, puisque on lâchait les études sur un coup de tête. Tout simplement après avoir rencontré une personne, on se demande si c'est pas un petit coup de folie ou si c'est pas irréfléchi. Et finalement, j'étais vraiment sûr de moi puisque l'université ne me plaisait absolument pas. Et contre vents et marées, malgré tout ce qu'on a pu me dire, il y a toujours des gens qui vous disent oui, c'est bien, d'autres qui vous disent non. Et voilà. Et malgré tout, je suis resté quand même sur mon idée de départ et je suis parti au Burkina Faso. Ouais, ok. Donc ça, c'est le premier pays. Si on prend, donc ça a duré combien de temps le Burkina Faso? Ça a duré 6 mois. Ouais, 6 mois. Et donc si on prend dans ces 6 mois, donc t'es parti avec ta valise comme ça un peu à l'aventure. Et c'est quoi la plus grosse merde, le plus gros problème que tu as pu avoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur comme ça de partir à l'étranger. Ils vont se dire merde, c'est un peu sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu. Alors est-ce que toi, c'est quoi vraiment pour qu'on puisse imaginer un peu, c'est quoi le pire qui a pu t'arriver dans ce premier pays? Dans ce premier pays, je dirais pas le pire parce que beaucoup de choses se sont très bien passées, il y a toujours des petites anecdotes.
Simplement, ce qui a été le plus gros choc culturel pour moi, le plus gros décalage, c'est que je vivais dans ce qu'on appelle un célibatorium. Un célibatorium, c'est l'équivalent de 2 pièces qui sont simplement faites en briques. Ouais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'isolation, c'est simplement des briques qui forment 2 pièces et tu as un toit en tôle. Il fait extrêmement chaud à l'intérieur et en fait les toilettes c'est dehors, c'est simplement un trou et l'eau c'est de l'eau que tu vas chercher en fait au niveau de que tu as dans des bidons que tu as toi-même été chercher au niveau d'un robinet. Enfin voilà, il y a tout un système et ensuite l'eau tu la mets dans un seau, donc le matin tu mets un plastique noir dessus de manière à pouvoir prendre ta douche le soir. Ce qui fait que j'ai vécu sans eau courante, sans électricité dans mon logement, sans frigo, voilà comme tu l'imagines. Et il faisait tellement chaud dans l'appartement qu'en fait la nuit, je dormais toujours dehors à la belle étoile. Donc je n'ai jamais dormi en fait dans mon logement qui servait uniquement à stocker ma valise. Ouais, donc tu connais bien les constellations maintenant. Effectivement. Ok, ouais. D'accord, donc parce que souvent, bah voilà, les gens quand ils partent, ils s'imaginent. Alors l'une des plus grosses peurs, c'est l'argent. Ils vont se dire, bah voilà, je vais partir à l'étranger, je vais pas avoir, je vais petit à petit vider tout mon compte en banque et je vais revenir, je vais plus avoir rien puisque je quitte tout. Je quitte tout en France et donc bah, comment je vais faire? Et ça, ce genre de truc, ça freine énormément de personnes. Alors, est-ce que dans ton voyage, par exemple, si on reprend sur les 9 ans, est-ce que l'argent, c'est vraiment un problème ou est-ce qu'on se débrouille toujours, on meurt pas de faim, on va pas vivre sous un pont, Alors, etc. absolument pas, puisque là, ce que tu es en train de décrire, en fait, avec le compte en banque qui réduit, c'est pour ce qu'on appelle du tourisme. Ouais, En fait, il y a deux sortes de voyages. Tu as le voyage tourisme et tu as le voyage travail. C'est-à-dire que moi, durant les 9 années, et encore même maintenant, puisque je vis en Belgique, on peut considérer que mon voyage n'est pas encore terminé, j'ai toujours travaillé dans les pays où je suis allé. Concrètement, j'allais dans un pays, je trouvais un travail, j'économisais, je reprenais un billet d'avion et j'allais dans un autre pays et ainsi de suite. Alors parfois je trouvais du travail dans le pays dans lequel j'allais, parfois je trouvais du travail avant de partir dans le pays, mais en fait pour moi la question de l'argent ne s'est jamais posée étant donné que j'ai toujours travaillé. Donc du moment où tu travailles dans les pays, tu peux travailler dans le monde entier, ça ne pose aucun problème. Alors on peut dire, bah oui, mais merde, enfin une autre peur, c'est est-ce que je vais réussir à trouver du travail dans tel ou tel pays? Il y a peut-être des problèmes de visa, etc. Est-ce que c'est facile en général de réussir à trouver quelque chose, même un truc alimentaire pour vivre et continuer son voyage? Alors bien entendu non, déjà il y a la barrière de la langue, il faut bien comprendre que quand on va dans un pays et qu'on ne parle pas un mot de la langue du pays, ce sera effectivement très très difficile donc de trouver un emploi. Il y a également la question des visas. Alors dans certains pays c'est plus facile que dans d'autres. On peut travailler avec un visa touristique, du coup on est non déclaré. Voilà, mais je me suis quand même toujours débrouillé pour aller dans des pays où je pouvais travailler en règle. Concrètement, le monde est grand. Il y a quand même près de 200 pays dans le monde. S'il y a un pays qui ne veut pas de moi, eh ben écoute, je vais dans un autre et puis c'est tout. Voilà tout donc. simplement. Et je me dis que le pays qui me freine aujourd'hui pour des visas, eh ben peut-être que dans 2 ans, les visas seront plus simples à obtenir et par la suite, ce sera plus facile d'y aller. Donc voilà, il y a quand même toujours une solution, on peut toujours partir. Et puis voilà, je pense que quand on veut vraiment partir quelque part, on se fait un petit peu son réseau de contacts, ainsi de suite, et on arrive quand même toujours à trouver une petite solution, du moins provisoire. Après, il y a une différence entre vouloir travailler un peu façon globetrotter, c'est-à-dire être dans un pays, trouver un petit boulot, juste de manière à ne pas épuiser ses économies, c'est-à-dire de manière à pouvoir vivre correctement, et ceux qui veulent par contre directement résider et s'établir dans le pays d'accueil. Là, on est encore sur 2 distinctions différentes. D'accord, donc on peut vraiment customiser son voyage justement pour passer ces barrières éventuelles, ces peurs de ne pas pouvoir travailler. Il suffit de sélectionner les bons produits. Si on connaît une langue étrangère, on va prendre les pays en rapport avec cette langue, etc. Enfin, on a vraiment cette flexibilité de choisir les pays par où on est passé. Et toi, du coup, après le Burkina Faso, t'as enchaîné sur quel pays? Comment ça s'est fait en 30 secondes? Au Burkina Faso, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherchais en fait un nouveau projet professionnel. Là-bas, j'ai découvert le commerce équitable, chose que je ne connaissais absolument pas. Voilà, ça commençait à se faire, c'était en 2003-2004. C'était pas encore aussi répandu que maintenant avec Oxfam et tout ça. Et le commerce équitable me plaisait bien. Donc je m'étais renseigné un petit peu en revenant en France.
qu'est-ce qu'il fallait faire comme formation, et j'avais vu qu'il fallait faire un BTS commerce international. Je me suis renseigné, donc j'ai contacté les écoles, on m'a dit oui, il faut avoir un bon niveau en langue. Le niveau en anglais, ça allait, par contre le niveau en allemand, parce que j'avais fait allemand en seconde langue, était vraiment très mauvais. Pour moi l'allemand, c'était très difficile. Donc à partir de là, j'ai décidé, toujours dans la continuité de préparer mon futur projet professionnel, de partir 1 an en Allemagne pour perfectionner mon allemand. C'est comme ça que j'ai trouvé une offre pour devenir, pendant 6 mois, concrètement, j'ai fait un petit peu fils au père, et pendant 6 autres mois, j'ai enseigné le français à des professionnels du tourisme, puisqu'il y avait la Coupe du Monde de football en 2006 qui se préparait en Allemagne. Mmh. D'accord, ouais. Ok. Et après l'Allemagne, du coup, en fait, c'est vraiment trouver une opportunité, et après on part, et ainsi de suite, et puis après les choses s'enchaînent naturellement sans forcément les prévoir. Et donc, et effectivement, donc après l'Allemagne, donc j'avais encore un petit peu de temps, donc par rapport à la rentrée scolaire. Donc je m'étais dit, tiens, puisque maintenant je parle bien allemand, c'est l'occasion justement de partir en Angleterre et puis d'améliorer mon anglais. Et c'est comme ça qu'en fait de l'Allemagne, je suis parti travailler à Londres, où j'ai trouvé un restaurant, un travail en 2 jours dans un restaurant. Et ce qui m'a permis après d'améliorer donc du coup mon anglais. Donc après je parlais bien allemand, je parlais bien anglais et toutes ces choses-là. Ok, et après l'Angleterre, du coup, t'es allé au Québec aussi, je crois? Alors non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Alors, donc il était prévu après l'Angleterre que je reprenne des études donc en BTS commerce international pour faire du commerce équitable. Et finalement, j'avais gardé des contacts en Afrique de mon premier séjour, puisque au Burkina, j'en avais pour les raisons associatives, j'étais parti au Bénin, au Togo, au Niger et au Ghana. Ce qui fait que d'un pays, finalement, j'en avais fait 5. J'avais une bonne connaissance quand même de l'Afrique de l'Ouest, notamment des pays francophones. Je m'étais fait des contacts que j'avais gardés, et j'avais parlé de ce projet de commerce équitable. Et là, on m'avait dit, écoute, ne t'embête pas à reprendre des études, ça ne sert à rien. Nous, on connaît des gens, reviens nous voir en Afrique. On va faire un projet, il n'y a pas de souci, je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, voilà. Donc, l'idée fut prise de ne pas reprendre d'études, et finalement de compter davantage sur le réseau que je m'étais fait en Afrique la première fois, pour recréer en fait un projet de commerce équitable directement sur place. Donc c'est comme ça que de Londres, j'ai repris un vol directement pour Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso. D'accord, ouais. Et après, du coup, ça s'est enchaîné sur... Alors, ça s'est enchaîné. Le projet ne s'est pas fait, puisqu'en fait, il n'était pas mûr. Il fallait des financements qu'on n'avait pas. Enfin, il y avait quand même toute une logistique derrière. J'ai voulu m'improviser quand même. J'ai voulu m'improviser dans ce domaine-là, mais concrètement, je n'avais aucune connaissance au niveau notamment du fret, au niveau du commerce international, au niveau des douanes, Je n'y connaissais vraiment rien. Et les gens que je connaissais au Burkina Faso, eux s'y connaissaient au niveau de la vente, du commerce, au niveau des produits artisanaux, au niveau de l'art local, mais par contre n'avaient aucune connaissance au niveau du réseau d'exportation et toutes ces choses-là. Donc finalement, j'ai compris très rapidement que le projet n'était pas viable. D'accord, ouais. Sauf que malheureusement, ou heureusement, j'avais encore de nouveau repassé la date d'inscription pour entrer en BTS. Donc me revoilà coincé, encore obligé d'attendre quelques mois supplémentaires pour me réinscrire. Et donc j'ai décidé de partir au Sénégal, où j'avais connu un Sénégalais à Londres qui m'avait dit oui, moi je connais du monde, si tu veux venir, il n'y a pas de souci, je connais des gens qui peuvent t'héberger, je connais des gens qui peuvent te trouver un boulot au début, le temps que tu trouves quelque chose par toi-même, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai pris un vol de Ouagadougou à Dakar. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Sénégal. D'accord. Qui devait être un petit peu en fait provisoire, uniquement jusqu'à la rentrée scolaire de l'année suivante. Puisqu'on était au mois à ce moment-là, je me souviens, on était au mois de janvier. D'accord, ouais. Donc je cherchais quelque chose pendant 6 mois uniquement pour attendre septembre. Ok. Et donc après, on comprend que c'est vraiment de fil en aiguille, d'opportunité en opportunité, qu'au final, donc tu as fait beaucoup de pays d'Afrique. Après le Sénégal, tu as fait encore d'autres pays, je crois. Vite fait, je sais plus c'est lesquels tu as été amené à être. Effectivement, donc pour résumer, donc je suis parti travailler
à Sri Lanka, donc à Colombo, où j'ai enseigné le français dans une université locale. J'ai également travaillé un petit peu à New York, donc sous visa touristique. Voilà, on parlait des visas tout à l'heure. New York, c'est un visa touristique. J'ai également passé 1 an à Montréal. J'ai également travaillé à Sydney. Voilà, donc il y a le joli pont et l'opéra de Sydney. Voilà, il y a d'autres villes comme ça. Et là, actuellement, donc je suis en Belgique où je vis depuis 1 an et demi. Et donc, je travaille en Belgique. Voilà, il y a eu d'autres pays. Voilà, c'est pour résumer. Donc c'est je suis passé. Tout ça pour dire que concrètement, j'ai travaillé sur les 5 continents en fait, dans le monde entier. Donc en travaillant. Ouais, c'est génial. Donc, tu as su rebondir d'opportunité en opportunité, vraiment te créer un voyage un peu sur mesure comme ça. Et c'est vraiment génial en termes d'enrichissement ce que tu as pu vivre. Et du coup, si on prend sur ces 9 ans, c'est quoi la plus grosse galère, la plus grosse merde que tu as pu avoir sur un grand voyage comme ça pour que les gens voient qu'est-ce que ça peut être le pire s'ils partent comme ça pour tu vois, faire péter un petit peu le ballon de la peur, dégonfler un petit peu tout ça et leur montrer que finalement le pire c'est quoi? Alors le pire pour moi ça a été de tomber malade en fait à Sydney. Puisque je me suis retrouvé un soir en train avec des problèmes intestinaux et gastriques. J'allais vraiment pas bien. Il a fallu que j'aille il a fallu appeler une ambulance. J'aille à l'hôpital. Et malheureusement, j'étais tout seul. Je n'avais pas d'amis pour m'accompagner à l'hôpital. Je me suis retrouvé tout seul donc, dans un pays où je ne maîtrisais pas totalement la langue parce que quand tu es dans un pays étranger, que tu parles l'anglais notamment, ça va pour parler avec des amis au niveau du travail. Et quand tu as vraiment un problème médical et qu'il faut parler avec des termes techniques, où est-ce que tu as mal, quand on parle de perfusion, c'est pas quelque chose que tu apprends, en fait, c'est des choses comme ça. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu un stress de me retrouver donc malade à l'autre bout du monde, tout seul dans un hôpital, dans un pays où je maîtrisais la langue, mais pas totalement à 100%. Quand tu es malade, t'es pas vraiment bien, tu peux pas vraiment réfléchir, t'es pas très bien. Et pour moi, ça a un petit peu été ma plus grosse galère, même si au final ça s'est très bien passé. Bon, le médecin n'a pas su dire si c'était une gastro ou une intoxication alimentaire. Bon, finalement je suis sorti le lendemain. J'ai pris des médicaments, ça allait très bien. J'ai pas eu de rapatriement médical. Et quand même, c'était quand même pour moi un stress. De partir tout seul et de se dire. Si jamais j'avais été au milieu de nulle part et dans un pays où je maîtrise pas la langue et qu'il m'arrive quelque chose de grave, c'est toujours un petit peu l'appréhension au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, pardon. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit que l'assurance voyage, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Et pour moi, c'est quelque chose qui est véritablement indispensable. On ne sait pas ce qui va arriver, on a beau prendre ses précautions. Et moi, je me dis que quand même, s'il m'est arrivé quelque chose de grave, j'aurais bien été content quand même d'avoir justement cette assurance que j'avais pris pour être rapatrié en France ou qu'un médecin francophone, en fait, vienne me voir à l'hôpital. Donc si pour les gens qui partent comme ça, donc c'est indispensable de penser à avoir une assurance voyage, quoi. Pour le médical, pour avoir cette sécurité médicale, Ok. Et du coup, c'est pour toi, c'est quoi les qualités à avoir pour voyager? Est-ce que c'est à la portée de tous? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de qualifications, qui a peu de budget, il peut aussi se lancer et se dire, je plaque tout, je pars à l'aventure? Alors oui, il y a encore ce terme de budget en fait qui revient. Il faut quand même savoir que moi, quand je suis parti au Burkina Faso la première fois, j'avais 2 francs 3 sous, puisqu'en fait le budget du Burkina pour les 6 mois, c'était 2000 €. Mes parents ne m'ont jamais donné d'argent pour partir. Et en fait, il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, j'ai toujours travaillé dans les pays où je suis allé. Donc la notion de budget en fait est relative. Quand je suis parti en Allemagne faire fils au père, donc le principe quand tu es fils au père, c'est que tu vas dans une famille, tu es nourri, logé, blanchi. Et en fait, tu as juste ton billet de train à payer pour aller dans la famille. Et après, tu n'as pas de somme importante à avancer puisque tu as déjà tout dans la famille d'accueil. Et il y a aussi des possibilités pour trouver un emploi avant de partir dans un pays. Ce qui fait que du moment où tu pars et que tu as déjà un travail,
tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 € devant toi pour partir, puisque tu sais que dès que tu vas arriver, à la fin de ton premier mois, tu vas déjà toucher ton salaire. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Donc je tiens quand même effectivement à relativiser, puisque c'est vrai, quand je dis comme ça que je suis parti pendant 9 ans, on me dit ah oui, mais où est-ce que tu vas trouver tout cet argent-là? Et c'est une question qui revient sans cesse. Effectivement, les gens qui voyagent durant de longues années à l'étranger, ce sont rarement des gens qui ont gagné au loto, ce sont des gens qui travaillent de pays en pays tout simplement. Donc la notion de budget est relative. Oui, c'est à la portée de tout le monde de partir finalement. Bien sûr, et partir c'est relatif. Là actuellement, moi je suis en Belgique. Il faut savoir que pour un Lillois partir à Marseille, c'est plus loin que de faire Lille-Londres. Ouais. Donc, voilà, la notion de frontière, c'est administratif. Il y a la notion de distance qui est tout autre. Donc voilà, on peut très bien partir pas très loin de chez soi et vivre des aventures extraordinaires. Ouais. Et du coup, c'est avec toute l'expérience que tu as, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut partir, vivre à l'étranger, découvrir des nouvelles choses? Ou partir à durer pour 3 mois, pour 1 an, pour 10 ans, quelqu'un qui veut partir, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Le meilleur conseil que je pourrais lui donner, tout simplement de choisir un pays où on peut déjà travailler facilement au niveau du visa et là où la personne maîtrise la langue. D'accord. Ok. Bon écoute, merci beaucoup en tout cas Cédric pour ce super témoignage. J'espère qu'il va inspirer beaucoup de personnes à prendre courage, des gens qui veulent partir voyager. C'est vraiment, il y a beaucoup de valeur ajoutée dans ce que tu as dit, sur désamorcer les peurs, sur les conseils pour voyager, pour pouvoir vivre en voyageant. Donc l'interview touche à sa fin. Si je vais en faire... Je disais l'interview touche à sa fin. Si vous voulez, du coup je vais en faire beaucoup d'autres interviews, donc vous pouvez faire partie de mes contacts, il y a un lien en dessous pour être tenu au courant de toutes ces nouvelles interviews inspirantes qui vont arriver. Je sais pas toi Cédric, si tu as quelqu'un peut-être à me conseiller, avec qui qui pourrait donner aussi son témoignage ou... Alors si effectivement, puisque donc moi je fais partie des responsables de l'association Travel with a Mission, donc qui est une association de voyageurs et effectivement il y a beaucoup de voyageurs dans mes contacts personnels. Donc c'est l'association TWAM, T-W-A-M. Voilà, donc ça c'est l'acronyme, et donc c'est Travel with a Mission, donc une association effectivement qui favorise le dialogue interculturel, donc c'est-à-dire qu'on favorise la rencontre entre les voyageurs qui souhaitent partager, échanger avec des ONG et des écoles du monde entier. Donc ça je pourrais mettre le lien éventuellement dans la description pour faire venir les gens, pour en savoir plus, des personnes qui voudraient être en contact avec toi, ils cliquent sur ce lien, par exemple sur TWAM. Effectivement. Ok, ça marche. Bon merci beaucoup Cédric. J'arrête du coup la caméra.